que c'est pour moi un très grand honneur d'être ici pour présenter notre dernier keynote speaker. Jusqu'à hier, j'aurais pu vous dire que je ne connais pas du tout Alexis Nous, ou devrais-je dire Alexis Nousilovic, en espérant d'avoir pas trop abîmé son nom. Et pourtant, je crois que je le connais déjà assez bien. Les textes sur lesquels il a écrit, et je pense en particulier à son livre sur Cézanne, et les questions qu'il se pose et qu'il nous pose me semblent très proches des miennes. J'ai quelquefois cru retrouver ce que j'aurais beaucoup aimé écrire dans ces textes, des espaces aussi où je circule avec une extrême familiarité qui m'est également étrangement familière. Sur sa notice biographique, on lit ce qui suit. Alexis Nous est actuellement professeur à Cardiff University, Chair of Modern Cultural Studies, School of European Studies. Il demeure professeur associé au département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal, où il a été directeur des programmes de deuxième cycle en études internationales. Ses champs de recherche et de réflexion concernent notamment les esthétiques de la modernité, la littérature du témoignage, les problématiques du métissage, les écritures exiliques et multilingues. Membre de plusieurs équipes de recherche, il a fondé et animé le groupe de recherche Poexil. Parmi ses ouvrages, La modernité chez PUF en 1995, Métissage de Arciboldo à Zombie, Plaidoyer pour un monde métis, et puis le livre sur Cézanne dont je parlais tout à l'heure. Il prépare actuellement la publication d'un essai sur la culture européenne et un ouvrage sur la théorie de la traduction. Il est également traducteur et a écrit les livrets de plusieurs opéras. Je souhaite aussi ajouter quelques lignes, d'ailleurs qu'il a lui-même écrites, sur son site de l'Université de Montréal et qui convoque avec nous ce soir, je crois, la présence de Pérec. Voilà ce que vous écrivez. Je me souviens être né à Paris, ou était-ce à Bucarest. Je me souviens avoir prié à Jérusalem, ou était-ce à Calcutta. Je me souviens avoir aimé à New York, ou était-ce à Odessa. Je me souviens avoir écrit à Cuba, ou était-ce à Djerba. Je me souviens être mort à Buenos Aires, ou était-ce à Prague. Avant de lui donner la parole, je veux simplement vous rappeler qu'il a fondé ce groupe de recherche Poexil et que 10 ans plus tard, donc ça c'était à Montréal en 2001, et que 10 ans plus tard nous nous réjouissons énormément de le voir se rapprocher de l'Europe où il a déjà mis en place à la maison de la Fondation des sciences de l'homme un nouveau centre de recherche, un séminaire je crois, qui s'appelle Non-lieu de l'exil, où se rencontrent autour des thèmes de l'exil des universitaires, mais également des gens venus d'horizons très différents, et en particulier des artistes. Ainsi se confirme ce plaisir qu'il semble avoir à faire tomber les barrières et les frontières entre les disciplines, à décloisonner la recherche pour véritablement ouvrir le champ de la réflexion. Mes sincères remerciements pour cette présentation et la surprise qui a été la mienne à tout d'un coup entendre ces mots que j'avais écrits dans une autre vie, sans doute, prononcés par une autre bouche. Il y avait un phénomène de traduction auquel vous et moi-même devons rester insensibles. Merci. Et mes remerciements les plus vifs à Maroussia, à Djukovski, à Ahmed, à Corinne, Alexandre Garner pour cette invitation et l'honneur qu'elles me font de me confier cette keynote lecture. Tâche redoutable, en fin de journée, en fin de colloque. En fin de journée, avec le défi d'encore intéresser des esprits fatigués par une succession de riches exposés. En fin de colloque, avec le risque de reprendre des idées déjà exprimées. Certaines le seront. Et je m'en excuse. Mais toutefois, ce que j'esquisse ici tend à aller à contre-courant en regard de perspectives communes sur les paradigmes du passage, de la circulation et de la frontière. Mais ce que je considère surtout comme un honneur
c'est de me donner la parole entre la table ronde ayant réuni les responsables communautaires et le concert tout à l'heure des Gypsy Rebels. J'espère être à la hauteur de la prestation des uns et des autres. Traduire l'expérience du seuil et non du passage. Au seuil de cet exposé, 3 images provenant de traditions picturales fort différentes, franchissant les frontières temporelles et spatiales. La Renaissance italienne, la peinture de paysages sino-coréenne, le romantisme allemand. Si toute image peinte place le spectateur sur un seuil, devant la représentation dont il est empiriquement séparé, sauf dans certains récits de Borges, les 3 images que vous allez voir ont ceci de particulier qu'elles mettent en scène le seuil, qu'elles traduisent l'expérience du seuil et nous incitent à appréhender le traduire comme expérience du seuil. Et voici donc, avant qu'elles ne reviennent, jalonner mon propos et rencontrer d'autres images. Si la Renaissance européenne célèbre le texte en tant que configuration langagière, en tant que médium littéraire et philosophique, elle en tire une fascination parallèle pour le livre en tant qu'objet symbolique. Et celui-ci devient un topos pictural dans la production iconographique de la période. Il apparaît ainsi dans la toile de Pietro Vannucci di Perugino, intitulée La Vierge et l'Enfant entre Saint Jérôme et Saint Augustin. Les saints tiennent chacun un livre, mais le contraste est frappant entre les 2 attitudes et les 2 livres. Celui tenu par saint Augustin est ouvert vers le spectateur qui y voit 2 pages blanches, tandis que de celui tenu par saint Jérôme, on ne voit que l'endos. Saint Augustin regarde directement et sereinement le spectateur comme s'il l'interpellait, tandis que saint Jérôme, tête baissée, est plongé dans la lecture, semblant ignorer ce qui l'entoure. Un livre au texte absent dans les 2 cas. Un texte absent qui circule, par exemple, du livre de saint Augustin au spectateur et de celui-ci au livre de saint Jérôme, dont on est en droit de supposer que ces pages ne sont pas vierges. Au spectateur, alors, de l'écrire ou de le traduire. Ce qu'il peut faire de 2 manières qui correspondraient aux 2 figurations du livre, ouvert et retourné. On pourra les nommer en empruntant un lexique contemporain du tableau qui a déjà été cité hier, translatio et traductio, qui renvoie à 2 modes de transfert culturel autant que de désigner 2 pratiques traductives. Brève esquisse, translatio décrit un processus passif, entrepris à un niveau général et collectif. Traductio décrit un processus actif, entraînant une responsabilité individuelle portant sur une opération singulière. Translatio se comprend comme un effet, traductio comme une action. Translatio vise la communio, la visée d'une identité commune effaçant les délimitations et aspire donc au partage, tandis que traductio vise la communication, le besoin de donner, d'échanger des biens et plus tard des messages, par-delà les limites, et aspire donc à la transmission. Culture commune, translatio, contre cultures en commun, traduction. Pour en revenir à nos saints, Augustin en tient pour la translation, le livre ouvert, en accord avec l'ample inspiration de sa production littéraire. Ses confessions puisent dans les histoires du peuple juif, des Grecs, des Romains, dans la littérature gréco-romaine, dans les 2 testaments et les pères de l'Église. Jérôme, lui, défend un rapport de traduction avec la source qui traduit, la Bible hébraïque, face à laquelle il adopte
une stratégie de proximité formelle et dont il défend la singularité textuelle. Livre fermé, livre ouvert. Si translation et traduction identifient les positions respectives de saint Augustin et de saint Jérôme en matière de transfert textuel, les deux notions pointent autant leur position sur le tableau du Perugino. Ils se tiennent devant la Vierge et l'enfant comme sur un seuil, dans la mesure où ils appartiennent tous deux à l'espace sacré, à l'espace du sacré, mais sans y pénétrer. Sur le seuil du sacré, dont deux marches les séparent, sur le seuil de l'espace où souffle l'Esprit Saint et le Logos, ils incarnent deux manières de se tenir sur le seuil du sens. Celui-ci rayonne au milieu de la toile, comme en témoigne le geste de l'enfant Jésus bénissant le spectateur et le monde. Au seuil du Verbe, deux manières de le recevoir, deux manières de le traduire. Saint Augustin ignore le seuil en se tournant vers le monde, saint Jérôme s'y concentre en se tournant vers le livre. Dans les deux cas, traduire comme expérience du seuil. La fréquence de la métaphore du pont et l'insistance sur l'idée du passage dans les analyses traitant de la traduction révèlent une tendance que l'on qualifiera de cinécentrisme et qui, si elle est ancienne, peut d'autant mieux se comprendre dans les paysages idéologiques des sociétés contemporaines, privilégiant les principes de mouvement et de circulation pour décrire leur nature et leur fonctionnement, marqués par le développement exponentiel des échanges, des transports à l'échelle planétaire, l'importance des migrations et les avancées technologiques de la télécommunication. En particulier, l'ensemble des réalités économiques et culturelles que recouvre le phénomène désigné comme globalisation accorde un rôle majeur à la traduction, censé répondre avec une fluidité et une rentabilité maximale aux besoins de transfert et de communication. Toutefois, il n'est pas certain que la traduction bénéficie de cette conception cinétique dont l'utilitarisme renforce le statut secondaire qu'elle a trop souvent reçu au détriment de ses capacités créatrices sur lesquelles insiste pour sa part la traductologie contemporaine. Ce qui nous invite à réfléchir sur ce qui se passe en marge du processus traductif ou au seuil de la traduction. En effet, la pensée du seuil est centrale pour comprendre celle de la traduction et inversement. Car contrairement à la conception régnante, la traduction n'est pas que passage. Elle offre autant l'expérience du seuil et en recueille une interprétation autre. Dire que la traduction est au seuil, c'est signifier que traduire attire sur son geste toute l'ambiguïté de la marge, l'indécidabilité que celle-ci introduit entre le dedans et le dehors, et ici entre le texte original et le texte traduit. À l'encontre des théories et surtout de la pédagogie qui s'épuisent encore à intensifier l'importance de l'un au détriment de l'autre, quel qu'il soit, la posture para-traductologique, je prends le préfixe para comme signifiant de liminalité, la posture para-traductologique invite à considérer ce qui déborde les deux entités textuelles et à en mesurer les exigences axiologiques. La métaphore du passage soulève la méfiance pour deux raisons. Premièrement, s'assurer d'un passage réussi, accompli, est impossible. Et par ailleurs, le vouloir reflète une pulsion dominatrice d'un orgueil coupable. Lui substituer l'image du seuil, en notant ce qu'elle recèle de négatif, introduit à une posture qui conjugue modestie et puissance. Rappelons-nous le récit de Kafka, Vor dem Gesetz, devant la loi. Nul antagonisme conceptuel au demeurant entre seuil et passage. Un seuil est un lieu de passage et accueillera donc une multitude de mouvements. Mais ceux-ci ne doivent occulter l'importance du seuil en tant que tel, avant le passage, et n'en suggérer d'abord que dans une perspective séquentielle, le seuil comme lieu pour le passage.
l'articulation doit être posée avec précision. Si le seuil n'est pas déterminé par le passage, il suppose toutefois le passage et soit sa possibilité, soit son impossibilité. Il suppose sa virtualité, en un mot. Cette considération est essentielle et revêt une portée immédiatement politique. Il ne s'agit pas de faire benoîtement l'éloge ou l'apologie du seuil. J'insiste, car la traductologie n'a jamais fait son autocritique quant à la promotion du passage comme paradigme discursif, se rendant d'une certaine manière complice des discours de la globalisation fondés sur le paradigme parent de la circulation généralisée. Ce discours, en effet, raffole de la notion de traduction, utilisée à toutes les sauces, et la traductologie semble s'en réjouir au lieu de s'en inquiéter. Vous me direz, c'est peut-être la preuve de sa maturité et de sa légitimité disciplinaire, puisqu'elle rejoint ainsi le rang de disciplines bien établies, telles la géographie ou l'anthropologie, qui, on le sait, n'ont pas réchigné à servir les intérêts de l'impérialisme et du colonialisme des puissances occidentales. Ne pas faire l'apologie aveugle du seuil, donc, car celui-ci peut devenir prison. Et cela m'a été rappelé tout à l'heure. Je pense à ces millions d'individus condamnés à rester définitivement sur le seuil des grandes villes, le seuil des États-nations, le seuil de l'Europe, le seuil de l'Amérique, le seuil du territoire social, clandestins, demandeurs d'asile, réfugiés, sans papier, sans abri, sans voix, sans traduction. Le geste éthique minimal, alors, est de leur faire quitter le seuil, de les translater dans un monde où le vivant ne soit pas vécu au seuil du néant. Si le français « seuil » fait davantage signe vers la pesanteur du sol, l'anglais « threshold » retient dans « thresh » l'idée dynamique de la frappe du pied et dialectise donc l'arrêt « hold » et la mobilité, similairement au champ sémantique de l'allemand « schwelle ». Mouvement du corps autorisé ou suspendu, dont l'idée guide les deux termes coréens pour seuil, lorsqu'ils inscrivent la porte, symbole même du passage, dans leur radical, Munteok et Munjibang. Une incertitude, passée ou non, que porte l'espagnol umbral, l'ombre, l'indistinction, l'indécision, ou plutôt la suspension de la décision. Comment passer? Comment traduire? Le pragma grec, à la fois chose et événement, ce qui montre que toute traduction, comme toute énonciation, est pragmatique, le littéraire n'en étant que le mode intensifié. Si la traduction est aussi expérience du seuil, en ce qu'elle reflète ce qui s'attache d'effroi, de crainte à l'expérience du seuil, der Schwellenzauber, le sortilège du seuil, comme le dit Walter Benjamin dans le Passagenwerk. L'analyse de Walter Benjamin est étonnante, car Benjamin insiste sur la menace potentielle, le sortilège du seuil, l'effroi du seuil. La menace potentielle habitant le seuil, sur l'annonce fatale qu'il véhicule, loin des perceptions communes liées à la générosité de l'accueil, à l'hospitalité du seuil, justement. L'accueil est à la mesure de l'effroi que suscite celui qui arrive. Sinon, il n'y a que simple passage, simple entrée, l'empiricité d'un corps qui passe d'un espace à l'autre. Mais il y a plus, car l'expérience du seuil se fait dans les deux sens, pour pénétrer dans un espace clos ou pour en sortir. Ce qui n'est pas aussi simple qu'on le croit, et je renvoie ici au récent volume Ethnologie de la porte de Pascal Diguet. Or, le seuil vient brouiller l'opposition binaire entre dedans et dehors, puisqu'il en indique le lien dialectique. De surcroît, il s'empare de l'affect porté par le dehors et en infuse le dedans. Lorsque, venant de l'extérieur, je suis sur le seuil, j'investis le dedans du même effroi, pour reprendre le terme de Walter Benjamin, du même effroi qui me gagne lorsque, sur le seuil et venant de l'intérieur, je considère le dehors dans son immensité.
L'inconnu suscité par l'inimité du dehors vient définir un dedans, alors que celui-ci, par définition, est limité. La notion de seuil propose avantageusement l'idée d'un espace limité susceptible d'accueillir un nombre illimité de trajectoires de subjectivation. Le traducteur connaît l'ivresse similaire d'une multitude de choix traductifs possibles face au texte original, ce qui n'est pas sans conséquence. Confronté à l'étrangeté de l'original, il doit trouver un espace sur le seuil où il ne succombera pas à l'altérité, tout en se gardant de lui imposer le carcan de ses habitudes langagières et culturelles. Un tel exercice est malaisé si la traduction présuppose l'existence de territoires linguistico-culturels délimités et si elle se conçoit comme le passage de l'un à l'autre. Mais le passage de l'un dans l'autre, un territoire dans l'autre territoire, en revanche, appelé par l'expérience du seuil, en autorise la conception. Deux territoires mobiles plus qu'une mobilité les parcourant. Deux territoires nomades plus qu'un nomadisme les arpentant. Une figure l'illustre, le moiré, qui désigne un effet visuel apparaissant dans un tissu ou dans la superposition de deux trames métalliques. Le lexique du graphisme électronique l'a ensuite adopté. À noter que le terme lui-même, moiré ou moire, charrie une belle histoire transculturelle, puisque venant de l'arabe, il a traversé les aires francophones et anglophones. Dans le moiré, deux surfaces se rencontrent et en créent une troisième. De même que la traductologie a adopté l'idée que les deux langues en présence en suscitent une troisième, nouvelle pour chaque traduction et au seuil de laquelle existent les deux premières. Une troisième langue au seuil s'immisçant entre langue traduite et langue traduisante. Que cette langue tierce soit fantasmée ou idiome attesté. Le latin pour Chateaubriand, traducteur de Milton. L'allemand pour Klossowski, traducteur de Virgile. Ou encore Tourguenieff, donnant ses recommandations en français quant à ses romans en russe à son traducteur en anglais. Et j'ajouterai, après la communication d'hier, le français entre la langue du peuple mapuche et le castillan pour notre collègue Yanez Quiroga. La spatialité apte à rendre compte de ce phénomène de déplacement territorial appartient à ce qui se présente comme une zone. Réalité d'une sémantisation aux caractères opposés. Découpage rigoureux, zone militaire, zone d'aménagement, zone euro, ou limitation incertaine, la zone dans les faubourgs urbains, régulation stricte ou non-droit, sécurité ou menace. Et je ne sais plus à quel champ sémantique appartient la zone euro, d'ailleurs. En raison d'une telle ambivalence, la zone demande à être abordée par des seuils, et le seuil lui-même, limitant l'illimité, tient de la zone. C'est la définition qu'en donne Walter Benjamin, au prix d'une étymologie hasardeuse. Il écrit « Il faut distinguer soigneusement le seuil de la frontière. Le seuil, Schwelle, est une zone, écrit Walter Benjamin. Les idées de variation, de passage d'un état à un autre, de flux sont contenues dans le terme même de Schwellen, gonfler, enfler, se dilater, et l'étymologie ne doit pas les négliger. » Fin de citation. Je suis sur le seuil, mais je peux me dilater vers l'espace. Cette analyse est à rapprocher de sa définition de la traduction dans son essai sur le langage. Je cite, « La traduction est le passage d'un langage dans un autre par une série de métamorphoses continues. La traduction parcourt en les traversant des continues de métamorphoses, non des régions abstraites de similitude et de ressemblance. » Fin de citation. Par cette sérialité, qui a donc pour conséquence de créer une zone sous la forme d'une suite de seuils, traduire signifie se tenir toujours sur le seuil
et ce, de manière bilatérale. Qu'une langue soit haut le seuil de l'autre et vice-versa le long d'une continuité langagière qui les contient. Qu'un sujet soit toujours haut et le seuil de l'autre sujet. Une continuité marquée de seuil qu'une image nous permettra de comprendre. Montagne et fleuve sans fin. De loin, et quand vous êtes face au Musée national de Corée à Séoul, quand vous êtes face à cette peinture, vous ne distinguez pas davantage. De loin, il nous est donné à voir un contenu naturel, une succession de formes imposant l'autonomie de leur manifestation, comme une langue dont seule la musicalité nous toucherait, signifiance sans fixation sémantique, en deçà ou au-delà du sens, la fascination dont Barthes témoignait à propos de la langue japonaise. Mais de près, le détail montre que ce paysage est habité. On y distingue des ports, des agglomérations, qui fonctionnent donc comme des seuils devant l'extension naturelle, qui le barrent comme des marqueurs culturels. Ce genre pictural implique deux niveaux de perception, une vue générale, une vue rapprochée, qui souligne une fonction du seuil, particulariser le général afin de pouvoir l'appréhender. À ce titre, il semble qu'existe ce que je nommerais un art du seuil et que je verrais comme particulièrement développé en Asie. Deux principes guideraient cet art du seuil, un principe de continuité et un principe de rythme. Précisément les deux concepts par lesquels Henri Méchonic saisissait le mouvement du traduire. Le vivant habite une continuité, l'univers ou le cosmos, et le fait en suivant des rythmes, l'alternance par exemple entre le yin et le yang. Ce contenu ne pouvant être saisi dans sa totalité, car infini, la conscience se tiendra toujours sur un seuil, de près, de loin, sans que l'un n'abolisse l'autre. Regardez de près en gardant mémoire du lointain. Cela définit la stratégie du traduire. Je traduis dans le détail des mots et des phrases en conservant une conscience de l'ensemble, le mur et l'arcade, pour reprendre l'image de Walter Benjamin dans son essai sur la traduction. Le seuil est une zone, disait donc Benjamin. Or, pour celle-ci, la continuité de l'espace ne vient pas d'un principe qui relierait les éléments qui y sont contenus en vertu d'une autorité extérieure ou transcendante, car leur rapport n'est régi que par leur seule concomitance, leur agencement en seuils successifs. Le processus traductif place original et traduction dans une zone para-traductionnelle, et il faut ici saluer l'ouvrage d'Emily Arthur sur le thème, une zone para-traductionnelle où les deux textes abdiquent leur autonomie pour que jaillissent de leur rencontre formes et significations différentes, suscitant à leur tour de nouvelles interprétations. Il est significatif que le titre anglais de Gérard Genette, Seuil, soit Paratext, Threshold of Interpretation, le sous-titre déplaçant l'enjeu de la théorie littéraire vers l'herméneutique, dont on sait qu'elle procure, après la linguistique, une seconde instance fondatrice majeure pour la traductologie. De même que l'herméneutique interroge la position de l'interprète, évoquer le seuil de la traduction entraîne la réflexion sur la position du traducteur, mais tout autant sur la position de la traduction. On constatera combien la palette de Genette se fait spatialisante lorsqu'il introduit la notion de paratexte. À seuil s'ajoutent vestibule, zone, lisière, frange. Or, ce souci pour l'emplacement textuel, négligé par la traductologie, n'est pas anodin face à certaines pratiques traductives. Les Bibles polyglottes de la Renaissance, ou la publication systématique en édition bilingue des traductions de certains auteurs, Paul Celan par exemple. Polyglotte ou bilingue, les deux termes affichent une part d'ambiguïté puisqu'ils viennent dans ces cas-là jeter un doute sur la notion d'original, celui-ci livré au lecteur au même titre que la traduction, et qu'il rappelle que le détachement de la traduction par rapport à l'original est un phénomène soumis à variation historique et qui ne saurait être pris comme un absolu.
Les replacer au seuil l'un de l'autre se comprend dans cet éclairage. Considérer le seuil traductif est lié à la nature même de l'acte traductif qui trouve sa légitimité d'un statut en marge de l'original sans que cela n'implique aucune infériorité, sauf à être idéologiquement décidé. Il importe d'être consistant par rapport à cette condition fondamentale et en conséquence de démarginaliser la marge dans le processus traductif, d'accepter qu'une éthique du seuil guide notre pratique traductive, demeurer au seuil sans en faire un préliminaire, le préambule au passage à la pénétration dans la langue et le texte étranger, car l'attente ne définit pas plus le seuil que la fonction, le scopos, le vouloir dire, ne disent la vérité du traduire. Ces termes, au cours élevé sur le marché de la didactique de la traduction, servent peut-être des buts pédagogiques, mais ils ne disent rien sur la nature du phénomène. Demeurer au seuil incite à une forme de traduction qui n'est pas un passage, mais un déplacement. Un déplacement n'est pas un passage. Un passage se fait d'un corps depuis un cadre dans un autre, avec tous les risques de manipulation et de domination. Le déplacement implique que le corps entraîne avec lui le cadre et lui fasse rencontrer l'autre cadre, ce qui illustre l'esthétique du moiré, garantissant la plénitude du mouvement, et je n'ai pas besoin d'illustrer la traduction politique de ce propos. Car dans une rencontre véritable, chacun reste sur le seuil de l'autre, en respectant l'existence, l'altérité et le parcours. Ainsi, toute traduction, en vertu des seuils traductifs qu'elle suppose, suivra une trajectoire parallèle à celle de l'original, et j'emprunte ici le qualificatif au titre du recueil de poèmes traduits de Claude Esteban, Poèmes parallèles. Ce en quoi la traduction est un geste éthique, ce en quoi elle offre un modèle pour penser l'éthique, et un geste souverain, transformant son lien à l'original en une loi qui lui appartienne en propre. La notion de marge, parente du concept de seuil, figure dans le réseau métaphorique de l'essai sur la traduction de Walter Benjamin par plusieurs métaphores empruntant au sémantème de la liminalité. Le fruit et sa peau, le manteau royal, l'orée de la forêt, le mur et l'arcade. Une articulation essentielle de l'appareillage conceptuel en relève pareillement, celle qui éclaire le principe de reine Sprache, le pur langage, à savoir ce qui, dans toute langue, fait langue hors de la communication d'un sens. Benjamin écrit « Rédimer dans sa propre langue ce pur langage, exilé dans la langue étrangère, le libérer grâce à la réécriture, Umdichtung, de sa captivité dans l'œuvre, telle est la tâche du traducteur. » Umdichtung, que l'allemand emploie surtout pour la transposition intralinguistique, redonner un auteur ancien dans un état plus récent de la langue, Rabelais, français moderne par exemple, affiche le préfixe qui, outre sa signification d'un changement de lieu ou d'état, rappelle l'idée d'un environnement spatial autour d'eux, c'est-à-dire d'un espace liminal. Ignorer la marge serait pour le moins malvenu ou paradoxal de la part d'une traductologie qui assoit sa légitimité en récusant la secondarité habituellement attribuée à la traduction. De surcroît, la marginalité n'est pas marquée de la même infériorité que l'on suppose à la secondarité, ce qui apparaît d'une observation spatiale évidente. La marge n'apparaît pas après, elle se pose d'abord. Tout abord se fait par la marge. L'étranger ne survient pas du dehors, mais de la marge. Dans l'extériorité de son au-dehors, il est lui-même un autre, un autre même, non menaçant. Ce n'est qu'à la limite, qu'en touchant la limite, qu'en abordant le seuil pour s'y arrêter, que l'étranger devient porteur du danger qui caractérise et fonde son étrangeté.
et je reprends ici une analyse qui a été esquissée par Corinne tout à l'heure, ce n'est qu'en touchant la limite, qu'en abordant le seuil, qu'il devient porteur du danger. Similairement, y compris pour le climat anxiogène que l'opération induit, original et traduction n'acquièrent leur statut respectif que placés à la bordure l'un de l'autre, sans cette mise en contiguïté, qui ne sont que deux textes dont l'autonomie n'est pas problématique et n'est pas à problématiser. Ce n'est donc qu'à la limite, qu'en touchant la limite, qu'en abordant le seuil, que l'étranger devient porteur de danger. D'où il découle à l'inverse que l'hospitalité, l'accueil de l'étranger, ne s'exerce qu'à la marge, que s'il y a de la marge, non pas de l'intériorité d'un dedans, qu'il soit ontologique ou national, mais à la marge. L'épisode biblique où Abraham reçoit la visite des anges lui annonçant l'enfantement d'Isaac situe le patriarche à la porte de sa tente. Et le commentaire rabbinique en fait l'image de l'accueil de l'étranger. La mention spatiale est répétée lorsqu'apparaît Sarah dans le cadre narratif, et Sarah entend l'ouverture de la tente et elle est derrière lui. Je cite ici la traduction d'Henri Méchonnier. Précédemment, l'espace liminal présidait déjà une annonce d'enfantement par le même homme, mais à une autre femme, Agar, la servante de Sarah. C'est près d'une source d'eau dans le désert qu'un ange l'avertit qu'elle donnera naissance à un enfant, celui qui sera nommé Ismaël. L'annonce faite à Agar se situe près d'une source ou près d'un puits, selon la désignation ultérieure, et source ou puits, l'endroit se présente comme un seuil devant le domaine aquatique et il en permet l'accès. Le christianisme a repris l'association entre un espace liminal et la promesse divine d'enfantement. Il suffit de songer aux nombreuses annonciations de la peinture occidentale, notamment celle des 15e et 16e siècles, où Gabriel aborde Marie devant un portique aux fines colonnades, alors que l'indication du texte, dans l'évangile de Luc, ne livre que Nazareth, une ville en Galilée. À son tour, la tradition coranique reprendra l'idée dans la sourate 19, verset 16, qui présente Marie accueillant l'ange caché derrière un voile, marquant ainsi un espace de séparation, un seuil. Le thème de l'Annonciation se comprend en termes traductifs à un premier niveau. Il illustre la traduction d'un message divin en langage humain. Mais une seconde lecture est possible. Marie reçoit l'annonce de l'enfantement alors qu'elle se tient sur le seuil. L'Annonciation est à la fois promesse et prédiction. Pour le traducteur, se tenir sur le seuil acquiert une fonction similaire. De même que Marie doit veiller sur le développement et la naissance de l'enfant qui sera sien sans que pourtant elle ait participé à sa genèse, le traducteur perçoit que le texte source est riche d'une version nouvelle à venir et que, dépositaire de cette annonce, il est aussi responsable de sa réalisation alors qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas eu part à la création initiale. L'original, gros de sa traduction, demeure dans le champ du sexuel, mais se substitue avantageusement à la métaphore de la pénétration, voire du viol, dénoncée justement par une critique traductologique féministe. Occuper un espace qui en précède un autre différencie toutefois le seuil de notions sémantiquement proches telles que interstice ou entre deux, fort en vogue dans la rhétorique du postmodernisme ou des études postcoloniales. Contrairement à elle, sa spécificité est de ne pas dépendre des espaces qui bordent, mais au contraire d'en questionner la légitimité. Si le seuil est le lieu de l'ange, comme dans l'épisode biblique, il révèle ce qui en lui est inassignable, irréductible. Messager, l'ange est messager d'un maître invisible et donc garant de son message. Il est donc étranger, qui lui seul est garant de son étrangeté. Utopique, écrit Massimo Cacciari, utopique est la dimension de l'ange.
Son lieu est le pays du nulle part. Nul ne saurait indiquer le chemin qui y conduit. » Fin de citation. Se tenant sur le seuil, l'ange en proclame l'autonomie tout en indiquant la vocation. Au sens strict, la possibilité d'une parole à adresser ou à recevoir. Son pays est celui de l'étranger. On sait l'importance de la figure de l'ange pour Walter Benjamin. On se souvient que la 9e des thèses de l'essai sur le concept d'histoire s'élabore à partir d'un dessin de Klee, Angelus Novus, mais la figure angélique n'est pas que liée chez Walter Benjamin à la catastrophe qu'est l'histoire telle que l'évoque cette thèse. Angelus Novus est aussi le titre d'une revue que conçut Walter Benjamin dans les années 1920. Une revue de critique destinée, je cite, à témoigner de l'esprit de son époque. Or, celle-ci prévoit d'inclure des traductions au motif suivant, je cite Walter Benjamin, « Une fois de plus, la situation de la littérature allemande appelle une forme qui a depuis toujours, et pour son plus grand bien, accompagné ces grandes crises, la traduction. » Fin de citation. L'ange et Walter Benjamin de finir ainsi son texte de présentation. Selon une légende talmudique, les anges eux-mêmes sont créés pour, après avoir chanté leur hymne devant Dieu, cesser de chanter et disparaître dans le néant. Fin de citation. L'ange n'a d'autre lieu ontologique que le seuil, en vis-à-vis du divin, le fixant et en traduisant la gloire. Mais cette précarité n'induit aucune dévalorisation. Elle définit au contraire leur fonction. Un ange sur le seuil n'a de valeur que temporaire. Plus encore, sa durée limitée, sa dimension transitoire fondent et garantissent sa valeur. Il en va de même pour une traduction. Abraham prit les 3 anges pour des voyageurs et pour cette raison leur offrit l'hospitalité. L'accueil de l'étranger s'étend naturellement à la langue étrangère, sans que l'on sache laquelle des 2 instances précède l'autre. Paul Ricoeur y fonde sa définition de la traduction. Je cite, « Hospitalité langagière donc, où le plaisir d'habiter la langue de l'autre est compensé par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure d'accueil, la parole de l'étranger. » Fin de citation. D'où la nécessité de la considération traductologique d'un seuil pour toute pratique traductive. Le seuil a pour fonction d'aménager la scène propice à accueillir l'affect traductif, celui qui guide l'attitude envers la langue étrangère ou envers le sujet étranger, méfiance ou attirance. Une telle ambivalence étant inhérente à la nature du seuil. Porteur d'inconnu, le seuil peut susciter l'effroi comme l'espoir, et il éclaire de cette double valence le geste traductif qui en recueille l'effet. Le seuil décide de ce que l'hostis soit un ami ou un ennemi, les 2 visages de l'étranger. Ou plutôt, il offre au sujet le choix éthique de la décision, car en soi, le seuil échappe à la détermination dedans-dehors. Comme l'écrit Bernard Wallenfels, un seuil n'a pas de périmètre, pas de péri qui l'entoure. Fin de citation. Ce qui fait que le sujet qui rencontre l'étranger a la même liberté que le traducteur face au texte original. Il peut en faire ce qu'il en veut en soumettant pareillement à sa volonté les normes sociales. L'ambivalence du seuil est précisément exprimée par un topos qui se rapporte à une activité éminemment traductive, celle de la fonction onirique. Gérard de Nerval en ouvre Aurélia. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. L'usage de cette image, porte d'ivoire ou de corne, remonte à l'Antiquité grecque, Homère, Platon, et à sa réception ultérieure qui, dès Virgile, pose au demeurant un intéressant problème de traduction, puisque le choix des 2 éléments est motivé par un jeu de mots dans l'original grec. Le mot pour corne
keras, est similaire à celui pour kreinu, accomplir, et le mot pour ivoire, elephas, à celui pour elephairome, tromper. D'où l'idée du rêve véridique, celui qui se réalisera, passant par des portes de cornes, tandis que le rêve mensonger, ne tenant pas sa promesse, passe par des portes d'ivoire. Noterez que la langue française nous permet un jeu de mots reproduisant la charge sémantique, l'ivoire poussant à proximité de la trompe éléphantesque. Certes, l'ambivalence joue ici sur la charge de vérité, mais le glissement vers le couple axiologique bénéfique-maléfique est aisé à deviner. Le freudisme a montré que le rêve fonctionne comme un seuil entre inconscient et conscient, ce qui éclaire peut-être la construction analogique qui nous occupe. En outre, les appendices de cornes et d'ivoire apparaissent comme des proéminences osseuses, telles des seuils anatomiques posés devant le corps animal. Les témoins, remarquez-le bien, je cite ici la traduction de Baudelaire, les témoins, remarquez-le bien, sont d'accord sur la grosse voix. Mais relativement à la voix aiguë, il y a une particularité, en ceci que quand un Italien, un Anglais, un Espagnol, un Hollandais essayent de la décrire, chacun en parle comme d'une voix d'étranger. Chacun est sûr que ce n'est pas la voix d'un de ses compatriotes. Une voix dans les intonations de laquelle des citoyens des 5 grandes parties de l'Europe n'ont rien pu reconnaître qui leur fût familier. C'est le chevalier Dupin, héros d'Edgar Allan Poe dans Le double assassinat de la rue Morgue, qui livre ici son analyse. Que faisaient tous ces Européens dans une rue parisienne et sur la scène du crime? On ne s'y arrêtera pas. Mais on retiendra cette voix, illustrant une étrangeté absolue, résistant à toute traduction, dont on apprendra plus tard qu'elle appartient à un orang-outan. Et si le détective, tel que le chevalier Dupin l'incarne, partageait avec le traducteur non pas la connaissance de l'étranger, qui, connu, ne l'est plus, mais la connaissance de ce qu'est l'étranger. Le traducteur détective, donc, que j'opposerais au traducteur évangéliste. L'analogie n'est pas fortuite en regard de la place de la traduction biblique dans la traductologie occidentale. Le traducteur évangéliste croit à un sens, une vérité dans le texte, et, fort de cette conviction, il s'empare de l'original pour l'en extraire. Plus encore, il va y pénétrer, ignorant le seuil, quand ce n'est pas le pénétrer. Concevoir la traduction comme une explication, selon le paradigme interprétatif, traduire c'est comprendre, équivaut à vouloir pénétrer dans l'œuvre. Pénétration au sens militaire, sans nier les connotations sexuelles suspectes liées à la métaphoricité féminine habituellement appliquée à la traduction. Or, le réel de l'œuvre, comme le réel du sujet, tient dans son impénétrabilité, dans sa résistance, dans son occupation du seuil qui en permet une réception et une interprétation toujours renouvelée. Qui traduit? Au sens de qui en fait l'expérience? Car la traduction est expérience avant d'être activité, ce à quoi la didactique de la traduction est souvent sourde. Qui traduit? C'est celui ou celle qui trouve la capacité de se déplacer vers cette zone où convergent dedans et dehors, au seuil des langues et des cultures en présence plutôt qu'en contact, et la traductologie, en son versant sociologique, doit admettre que lorsqu'elle emprunte à Bourdieu la notion d'habitus, elle ne peut le faire qu'en la soumettant à une telle tension critique. Dans son discours du Méridien, Paul Celan, qui fut, rappelons-le, un immense traducteur, dit du poème qu'il tient tête en étant au bord de lui-même. Et je cite ici la traduction de Jean Launay. Behaupten, qu'on peut traduire par rester ferme, se maintenir. Mais je préfère cette traduction du se tenir tête, qui est fidèle
à l'étymologie du verbe. Tenir tête en étant au bord de lui-même. Je crois qu'il nous est loisible d'appliquer cette perception au phénomène du traduire et au phénomène de l'accueil de l'étranger. Le traducteur se tient au seuil du texte à traduire, concentrant en lui une vitalité égale à celle qu'il reconnaît dans l'original et qui lui permettra de l'égaler dans le processus de transcréation. Face à face, que figurait au XIXe siècle Caspar David Friedrich sur ses tableaux présentant des personnages de dos devant une vaste étendue ouverte, terrestre ou maritime. L'étranger devant l'étendue ouverte qui doit l'accueillir. Heinrich von Kleist, dans un texte intitulé « Impression devant une marine de Friedrich », est consacré à ce tableau, moine, le moine au bord de la mer. Et Kleist rapporte son expérience de spectateur. Je devins moi-même le capucin ou le moine. Le tableau devint la plage, mais l'étendue vers laquelle je devais porter mes regards, la mer, manquait complètement. Fin de citation. Sur le seuil, il revient au sujet de sémiotiser le matériau qui s'offre à lui, de l'ordonner, de lui donner vie, de recréer la mer dans son immensité, de même que le traducteur, après s'en être nourri, doit obscurcir la vie de l'original afin de lui insuffler un nouveau devenir textuel. Et la notion d'expérience, utilisée ici pour approcher la phénoménalité du seuil, n'est pas innocente. Je l'emploie au sens précis que lui donnait Georges Bataille, l'ami parisien de Walter Benjamin. Bataille écrivait « J'appelle expérience un voyage au bout du possible de l'homme. Chacun peut ne pas faire ce voyage, mais s'il le fait, cela suppose nier les autorités, les valeurs existantes qui limitent le possible. Du fait qu'elle est négation d'autres valeurs, d'autres autorités, l'expérience positive devient elle-même positivement la valeur et l'autorité. » Fin de citation. Empruntant à la théologie, au mysticisme et à l'esthétique, Bataille dessine cette ontologie de l'excès et en excès qui permet la fusion de l'objet et du sujet et met fin à la limitation singulière des existences humaines. Demeurant sur un seuil, sans pénétrer dans l'espace auquel il introduit, je décris ce que je perçois, que ce soit un texte ou un sujet, je décris ce que je perçois à distance, quoique le recevant dans mon intériorité. Ce qui me permet cette définition, applicable également à l'accueil de l'étranger. Traduire, c'est décrire dans ma langue, avec le plus de précision possible, ce que me donne à voir ou à entendre l'autre langue, le texte premier. Décrire ce que je reconstruis comme sa signifiance. Décrire ce que je perçois dans et à partir de l'original. Je suis à la fois à proximité et à distance, de près et de loin, du texte à traduire. Et traduire revient à moduler le paradoxe, une sorte d'ekphrasis dans le même code, en l'occurrence le médium verbal. De près, de loin, en même temps. Telle est l'éthique du seuil. Une proximité ne niant pas la distance, un savoir n'effaçant pas l'inconnu. Proximité distante ou distance proche, qui est la manière, encore une fois, dont Benjamin définit l'aura et qui irise la nature du seuil. La pensée du seuil infirme les idéologies de l'équivalence et de la fidélité, car le seuil est le lieu du désir, dont on sait que son objet n'est pas autonome, qu'il est façonné par la pulsion désirante. De même, l'original est façonné par sa traduction. Par-delà l'évidence qui veut que la traduction ne soit pas l'original, comprendre qu'elle ne peut l'être, qu'elle ne doit pas viser à la reproduire dans son identité, car l'original est irrémédiablement autre dès qu'il est traduit, puisque justement il ne peut être reproduit à l'identique. La traduction reste toujours au seuil, et de là fait exister l'original, fait exister l'étranger.
Lorsque John Dryden métaphorise au XVIIe siècle la traduction, il emploie non pas l'image de la copie, mais du portrait. Le portrait du vivant, qui doit en accepter l'extériorité tout en visant l'intériorité. Admettre ces deux niveaux psychologiques revient à admettre la nécessité ontologique du seuil et sa valeur d'expérience pour penser le traduire et l'accueil de l'étranger. Merci. Merci mille fois pour cet exposé dont je ne saurais quoi dire comme ça immédiatement, si ce n'est qu'elle nous présente quand même quelque chose d'un traducteur inquiet et d'un seuil comme justement comme espace de rencontre mouvante. Et je pense que je vais proposer à la salle de poser des questions s'il y a des questions. Et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Pourriez-vous revenir sur le rapport entre les concepts du seuil et de la marge, introduit la première fois dans le contexte de Parigi, mais probablement ça n'a aucune importance véritable. Et alors, je me demandais si dans votre approche à la traduction, est-ce que le concept de la marche s'y inscrit d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a de la place encore pour est-ce que l'idée de laisser le seuil et essayer d'inscrire la marche avec donc le déplacement plutôt que le passage, est-ce que ça tient dans votre approche à la traduction et comment? Un autre concept qui m'a interpellée aussi était celui de la zone, dans la mesure où, selon l'étymologie, ce serait donc ceinture, donc un espace, un périmètre, un espace clos. Voilà. Est-ce qu'on reste dans cet espace clos dans la traduction ou donc je partage comme ça mes idées. Merci. Merci infiniment pour cette question qui me prouve que effectivement ce que j'ai essayé de faire ici, c'est simplement esquisser un champ conceptuel que nous devons tous travailler, dans lequel nous devons nous installer. Donc j'ai besoin et du seuil et de la marge. Pourquoi? La marge appartient encore au territoire. Chaque territoire a sa marge. Donc la marge est une limite interne au territoire. Le seuil sera constitué de la rencontre des deux marges. Donc si les deux marges ne viennent pas coïncider, il n'y aura pas de seuil. Donc je suis obligé de reconnaître une spatialité mobile, mais qui doit être extrêmement précise. Le seuil ne surgit pas par quelconque autorité transcendante. Le seuil n'est produit que du rapprochement des territoires, du rapprochement des espaces. Mais pour qu'il y ait seuil, il faut qu'il y ait dans chacun des espaces mobiles, chacun de ces territoires allant à la rencontre l'un de l'autre, il faut qu'il y ait une possibilité de devenir seuil. Cette possibilité-là, je l'appelle la marge, qui encore une fois est interne à chacun des espaces, chacun des territoires. Deuxième propos sur la zone. Et c'est vrai que vous avez raison sur l'étymologie de la zone. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'usage, en tout cas dans la langue française que nous partageons ici, l'usage en a fait une notion extrêmement ambiguë, où précisément il y a de la décision, quelque chose d'extrêmement rigoureux, comme une ceinture qui vient emprisonner, qui vient limiter, mais aussi autre chose, la zone comme espace d'indécision. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que précisément ce concept qui étymologiquement est du côté du limité contient la possibilité de désigner l'illimité. Que soudain la décision avoue posséder en elle de l'indécision. Et je crois que la zone vient révéler cette possibilité-là. Donc il ne s'agit pas d'opposer
limité et illimité, mais de jouer sur ce que ces deux notions sont porteuses de rencontres et d'enrichissement mutuel. Merci beaucoup pour cet exposé très éclairant. Très éclairant. En vous écoutant, l'opposition la différenciation que vous faites entre translatio et traductio, ça m'a beaucoup intéressé de la manière dont vous différenciez à partir de la passivité et de l'activité. J'ai trouvé ça intéressant, mais ça m'a poussé à réfléchir un peu. Je me suis demandé plutôt si on ne peut pas dépasser ce niveau de passivité et d'activité, mais plutôt envisager aussi un phénomène d'autorité. Un phénomène d'autorité qui serait beaucoup plus contenu dans la traduction, qui serait beaucoup plus marqué dans la traduction et absent plutôt dans la translation. Parce que du point de vue étymologique, le faire qui va donner transférer, qui va donner à translato, lato, qui est un peu, du point de vue du sujet, qui est un peu absent, du point de vue de l'agent, il est un peu absent, alors que dans traducere, il y a même cette idée même de dux. C'est-à-dire que celui qui ducit, il a l'autorité. Et que bien sûr, à partir de là, ce serait traducere, traduire, parce que cette autorité, justement, n'aboutit pas. Donc c'est un peu... Tout à fait. D'ailleurs, quand hier a été cité ce couple notionnel, ça allait dans ce sens-là, c'est en insistant sur le ducere dans la traduction. Cette analyse est tout à fait légitime. On l'a bien compris, je cherche aucunement à fétichiser les concepts, mais au contraire à m'inscrire au seuil de l'un et de l'autre, à faire jouer les concepts. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai utilisé traductio, translatio dans un certain sens pour illustrer ce que je percevais du tableau du Perugino, mais on peut utiliser le même concept pour exprimer autre chose. Ce qui importe, encore une fois, c'est le jeu du concept et non pas la valeur qu'on attribue de manière absolue à l'un ou à l'autre concept. Je crois qu'une pensée du seuil, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une pensée du seuil nous permet soit de regarder vers le dedans, soit de regarder vers le dehors, soit de regarder favorablement traductio et défavorablement translation, ou vice-versa. Donc je crois que cette pensée du seuil est aussi une posture rhétorique. Je ne sais pas si Alexis peut nous remettre le tableau du Perugino. Je voudrais écouter c'était magnifique conceptuel. Je me demandais ce que tu dirais comme ça, point pour point, une fois que nous avons franchi la marche, le seuil, la zone, de la représentation que l'artiste fait, qui est finalement de cloner l'expression de la Vierge avec celle de Saint Jérôme et celle de l'enfant Jésus avec celle de Saint Augustin. Autrement dit, il y a une véritable symétrie, une espèce de mise en abîme des regards. Et au fond, que se passe-t-il une fois que nous dominons cet effroi du seuil et que nous avons de l'avant? Donc, où tu nous situerais là? Très précisément, là où la Renaissance veut nous situer par le jeu de la perspective. C'est qu'il y a deux diagonales ici. Oui. Il y a deux diagonales qui partent donc de l'auréole de la Vierge, une qui part vers la droite, l'autre qui part vers la gauche. Il y a donc un triangle qui est dessiné. Nous occupons, nous spectateurs, au-delà donc du seuil du tableau, nous occupons ce seuil de perception. Et je crois que ce que tu décris avec une profonde justesse est une invitation pour le spectateur, non pas à rester dans une fascination esthétique, mais à faire jouer la signifiance. C'est-à-dire que le sujet spectateur, dans sa responsabilité, a à donner un sens, quel qu'il soit, à ce qu'il perçoit dans cette image. Après la question sur la zone,
quand vous en parliez, ça m'a fait venir à l'esprit l'image de la zone de Stalker, le film de Tarkovsky. Parce que là, on voit le passeur, la zone comme lieu de traduction entre le désir et puis le réel. Et c'est une image très évocatrice. J'avais une question par rapport au changement de l'intitulé de votre exposé, parce que vous avez mis là la traduction est l'expérience du seuil et non du. Et dans le programme que nous avions, vous avez mis comme. Ça me semble très important. Je pense que vous avez décidé ça de manière très juste, parce que en laissant tomber la comparaison, vous faites une affirmation de l'indécision. Donc, parce que c'est le seuil qui est l'indécidable. Bon, plus aussi une question, oui, mais c'est aussi une félicitation. Voilà, c'est lors de l'acte manqué, qui est très très significatif, comme on le sait. Donc ce qui apparaît dans le programme, c'est la traduction comme expérience. Donc je confirme, je défends ce second titre, ce second intitulé. Tout à fait. Précisément, je crois que le com est une dénégation du seuil. Faire comme, on est dans la métaphore du passage, dans la métaphore du pont. Donc, merci d'avoir signalé cette rectification. Merci beaucoup à la présentation. Je voudrais revenir à la question de la marge. Parce que vous en avez fait quelque chose qui est en fait un lieu d'accueil. On est sur le seuil et de chaque côté, il y a d'abord une marge et ensuite, on arrive à quelque chose qui est le cœur de ce qu'on voudrait atteindre. Mais j'ai l'impression que c'est pas toujours comme ça. Et qu'en fait, la majorité du temps, pour moi, c'est pas comme ça. Et que la marge est à l'intérieur de ce qu'on veut atteindre. Et donc, elle est cachée. Et il me semble que c'est ce qu'on a entendu des leaders communautaires tout à l'heure. On arrive à quelque chose et on ne voit pas la marge. Et est-ce que là, le traducteur ne se trouve pas confronté à un autre mystère, qui est celui de ne pas faire face d'abord à la marge, mais de la chercher à l'intérieur. Elle n'est pas visible, en fait, presque par définition. Et ça, je dis sur un plan culturel. On arrive en Ontario, on ne voit pas les franco-ontariens. Oui, mais je ne crois pas diverger de ce que vous proposez. C'est-à-dire que j'insistais tout à l'heure en disant qu'effectivement la marge, c'est à l'intérieur des espaces respectifs. Et donc effectivement, c'est dans cette intériorité-là. Ce que je refuserais, c'est de parler d'une centralité. La marge n'est pas définie. Elle n'est pas dans le centre. Voilà, exactement. On ne sait pas où elle est. La marge n'existe que s'il y a une autre marge à partir de laquelle elle va pouvoir exister. Et la rencontre des deux marges serait cette éthique du seuil, ce que d'autres ont pensé sous l'éthique de l'événement. Je pense que le lieu, quand je disais tout à l'heure, Sankacciari, que le lieu du seuil, c'est le lieu du nulle part, c'est aussi le lieu de l'événement. Là où tout est possible, ce qui arrive. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste 5. Je vous remercie encore une fois et